Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié au plan France Relance sur son volet culture. On va commencer dans 5 minutes à 18h05 pour attendre les retardataires. Alors oui, Sylvie, si tu peux désactiver les notifications en haut de ton écran à droite, tu as une Oui, petite cloche sur laquelle il faut cliquer. d'accord. Voilà, ça désactivera Ah oui, les oui, je notifs. comprends. Oui, oui. Hmm. Alors on va être sur un format un petit peu plus confidentiel ce soir, donc c'est bien parce qu'on pourra échanger. Donc Hmm. bienvenue à tous et à tous. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat un peu plus d'informations sur d'où vous venez, euh, si vous avez des projets culturels éventuellement dans votre commune, si vous êtes vous-même adjoint à la culture, bah, n'hésitez pas, ce sera intéressant. On commence dans quelques minutes. On commence à 18h05. Ah, c'est le grand retour d'Alain Dugers sur nos visios. Je crois t'avoir pas vu aux dernières visios, Alain. Ah, bon, c'est moi. Alors Sylvie, on a une autre Sylvie qui souhaite pour la Martinique une bibliothèque aussi richement dotée que la BNF. Ah, c'est bien. Avec la dématérialisation, on peut faire ça maintenant. Bon Sylvie, je te propose qu'on commence. Ça marche? Alors je vais rappeler rapidement le concept pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas. Donc l'idée de ces visios, c'est les visios à destination des élus locaux, dont l'objectif sont de vous mettre en contact avec des experts, avec des politiques sur des thématiques liées au plan France Relance. Le plan France Relance, c'est un plan inédit qui a été lancé, qui a été monté par le gouvernement au début, à la rentrée, et qui vise à relancer les territoires à la fois l'activité économique, la compétitivité, la transition écologique des territoires et nous permettre de redresser le pays dans le contexte qu'on connaît. Ce soir, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir Sylvie Leclèche. Donc Sylvie, tu es inspectrice générale des patrimoines, mais tu es surtout fondatrice de l'association FAIR, dont tu vas nous dire quelques mots, si tu es d'accord. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors très rapidement, effectivement, en dehors de mes activités professionnelles qui me prennent un temps certain, comme j'ai le goût pour la transmission des expériences et le goût avec le terrain, j'ai fondé avec des amis une association qui s'appelle Par l'art et la culture. C'est une association qui a été fondée le 2 mai de cette année en plein confinement
parce qu'on s'est rendu compte que les élus, en particulier des petites et moyennes communes et des intercos, n'avaient pas forcément accès à des ressources pédagogiques autres que des ressources extrêmement expertes et dans un jargon technique et écrite et très abondante. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de partir de la parole des élus eux-mêmes, enregistrer sur des formats de vidéos très simples des expériences d'élus, de telle sorte à ce que ensuite on puisse enrichir ces vidéos d'un petit wiki et constituer ainsi un réseau de pairs. Notre volonté, c'est d'être en fait une association apprenante et qui permette au fur et à mesure aux élus de se connecter à des ressources tout à fait simples et ensuite, j'allais dire, d'entrer en relation les uns avec les autres. Et alors, les 10 chapitres, pour prendre quelques exemples, c'est simple, hein, c'est effectivement comment utiliser le patrimoine de ma commune pour développer des activités, comment utiliser la présence d'artistes sur le territoire, comment je travaille avec le monde scolaire, comment je développe le goût de la lecture. Voilà, il y a 10 thématiques comme ça et on trouve des élus qui ont déjà fait ça. Et leur expérience est intéressante, elle n'est pas forcément très chère. Ils ont des recettes à partager et nous on est là juste pour compléter, pour dire il y a 3-4 mots de glossaire à connaître et voilà comment ça se passe. Voilà, très simplement. On a une page Facebook. Voilà, vous pouvez aller voir sur la page Facebook faire par l'art et la culture. Voilà. Et on est en train de tourner les vidéos. Voilà. Peut-être que Philippine, tu peux poster la page Facebook sur le chat, comme ça les élus participants pourront aller jeter un coup d'œil. Alors du coup, vous comprenez très bien pourquoi on a fait appel à Sylvie et à son association qui non seulement sur les thématiques que tu couvres, Sylvie, avec ton asso, mais en plus sur l'approche de mise en réseau, l'approche de partage d'expérience, c'est quelque chose qui nous parle énormément. Donc on s'est dit que c'était évident qu'on devait bosser ensemble et c'est pour ça qu'on t'a invité ce soir. Donc ce soir, on va parler culture, on va parler patrimoine, parce que c'est un volet assez important du plan de relance. Et avant de parler du plan de relance, il faut quand même parler un peu de l'impact de la crise qu'on est en train de connaître, de cette crise sanitaire, de cette crise économique et sociale sur le monde de la culture. On parle des fermetures de théâtre, des salles de spectacle, de cinéma, des librairies, des musées, des monuments. Est-ce que tu peux, Sylvie, nous donner ta vision, toi, de cette crise et de son impact sur le monde de la culture, toi qui travailles au ministère de la Culture? Oui, alors la première des choses à laquelle on pense effectivement, c'est l'impact sur l'emploi culturel, en particulier sur le spectacle vivant. Et pourtant, dans le plan de relance, ce qui est ciblé en premier, c'est les mesures. En priorité numéro 1, c'est les mesures pour le patrimoine. Alors, c'est pas du tout contradictoire. Parce que en fait, le spectacle vivant est essentiellement touché parce qu'il y a des destructions d'emplois, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent plus, il y a des équipements qui sont complètement fermés, il y a des ensembles musicaux qui voient absolument toutes leurs tournées annulées. Donc il y a des gens qui n'ont plus de revenus et même avec la prorogation des droits des intermittents pendant l'année blanche, c'est des milieux professionnels qui sont déjà, j'allais dire, en situation assez fragile. Donc ça n'arrange pas les choses. Donc ça c'est une réalité sociale. C'est aussi une réalité du point de vue de l'accès des gens à la culture parce que même si on compense par de l'offre numérique et des captations, ça peut être intéressant, mais ça ne fait pas tout, parce qu'on sait très bien que le contact avec la culture, c'est le contact direct avec les œuvres. Voilà, en train de se faire. Donc il y a toute une série de mesures pour éviter que ça se passe trop mal pour les artistes, pour les compagnies indépendantes, les ensembles musicaux indépendants, pour compenser aussi la perte de chiffre d'affaires des théâtres. Qui travaillent avec qui jusque-là travaillaient avec des jauges réduites et là maintenant connaissent à nouveau de la fermeture. Et pour le patrimoine, le plan de relance met en priorité numéro 1 le patrimoine
parce que en fait, bon, vous lirez dans la presse très certainement des bons articles d'ailleurs très bien faits, très synthétiques, où on va vous dire que en fait, le plan de relance pour le patrimoine, bah, ça vient à un point nommé parce que déjà au cours des années, on avait vraiment du retard à rattraper en matière de restauration du patrimoine. Donc, mettre un coup de flash sur le patrimoine aujourd'hui, c'est essentiel. Et voilà, si je peux contribuer à vous expliquer un petit peu les tuyaux, Bah, je pense comment que c'est ça l'idée, on va y fonctionne. venir. On va y venir. Et du coup, effectivement, Sylvie, tu l'as dit, dans le plan de relance, il y a près de 2 milliards d'euros, je crois, qui sont consacrés Oui, à la culture et avec plusieurs volets, 5 grandes priorités. Et sur ces 5 grandes priorités, je crois que plus d'un quart des montants reviennent au patrimoine, avec une enveloppe d'environ 600 millions d'euros. C'est bien ça? oui, 614 millions d'euros exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'avais fait un petit tableau comparatif. Les 614 millions d'euros viennent beaucoup, il faut le dire, pour des établissements qui appartiennent à l'État. Voilà. Tu as 80 millions d'euros du plan de relance pour les 87 cathédrales de France. Bon, ce qu'il faut retenir quand on est élu du territoire, c'est que il y a quand même 40 millions d'euros qui sont consacrés à des édifices qui sont vraiment des édifices qui appartiennent à des collectivités publiques ou à des propriétaires privés. Mais il faut savoir quand même qu'en France, tu as 52% du patrimoine qui est aux mains des communes. Hein, c'est vraiment ce qu'on appelle le bloc communal. Donc ça, si tu veux, il y a une enveloppe de 40 millions d'euros. Et puis tu as une enveloppe également intéressante dans le plan de relance qui est 20 millions d'euros pour des services patrimoniaux qui sont peut-être un petit peu plus confidentiels, mais qui sont très importants sur le territoire. C'est-à-dire, en gros, les archives municipales et départementales, dont les bâtiments ont souvent besoin d'être rénovés, mais également les musées. Et par exemple, si tu rapportes les 20 millions d'euros du plan de relance qui sont consacrés aux archives, aux musées et aux dépôts archéologiques, parce que tu as des musées archéologiques également, tu dois compléter pour les musées par une enveloppe de 52 millions d'euros. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ce qui est important à comprendre dans le plan de relance, c'est que tu as les chiffres du plan de relance qui permettent d'étaler les dépenses sur 2021-2022 pour les investissements. Mais tu as également tous les crédits de 2020 qui n'ont pas été consommés et qui se reportent sur l'année 2021. Donc, il y a des mesures budgétaires nouvelles en 2021, plus celles du plan de relance. Et tout ça, ça fait des crédits en plus pour le patrimoine. Il faut savoir que grosso modo, dans les DRAC, tu as des conservations régionales des monuments historiques qui vont avoir leur budget augmenté de 40% cette année. Ah, je te vois à nouveau. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça a coupé chez moi. Je t'ai vu te figer. Voilà. Bon, reprenons alors. Oui. Alors écoute, donc pour le patrimoine, il y a 614 millions d'euros effectivement. Pour les élus locaux qui nous écoutent, ce qui est important pour eux à retenir, c'est que tu as 40 millions d'euros pour le patrimoine local. C'est surtout des monuments. Et tu as 20 millions d'euros pour les services d'archives, les musées locaux et les sites archéologiques qui ont souvent ce qu'on appelle des centres d'interprétation ou des centres de conservation et d'études où on conserve le mobilier archéologique des fouilles. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, il y a beaucoup de millions du plan de relance qui vont à des édifices qui appartiennent déjà à l'État.
les fameuses cathédrales, les 87 cathédrales qui bénéficient de 80 millions pour ce plan de relance. Voilà. Je précise qu'à titre de comparaison, je crois qu'en 2009, le plan le plan de relance suite à la crise pour le patrimoine était de 100 millions d'euros. Donc là, on a multiplié par 6 les montants. Oui. Et comme tu nous dis, il y a une partie qui est du ressort des communes. Oui. Première question, n'hésitez pas, les participants, à poser vos questions sur l'onglet dédié. On y répondra à la fin. Alors, deuxième question que j'avais pour toi. Ces 614 millions d'euros, comme tu l'as dit, c'est réparti entre des monuments historiques d'un côté, le soutien à la reprise d'activité des établissements publics patrimoniaux. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, reprendre un peu de recul et nous expliquer revenir sur la notion même de patrimoine? Parce que je pense que c'est une notion que tout le monde n'a pas forcément en tête. Absolument. Tu as une notion, j'allais dire, restreinte, une signification restreinte du patrimoine, qui est globalement les monuments qui sont protégés monuments historiques. Voilà. Ça, c'est la signification la plus restreinte du patrimoine. Et puis, tu as une signification beaucoup plus large qui comprend les monuments, les objets d'art, les objets dans les musées, les archives, les bibliothèques patrimoniales et également tout ce qui est site archéologique. Voilà, tout ça, ça fait le patrimoine en France. D'un point de vue budgétaire, c'est vrai que dans les crédits, on voit bien le plan de relance, le paquet, il est mis essentiellement sur le patrimoine bâti. Ça, c'est vrai. Mais il faut pas oublier les musées, parce que les musées émargent au plan de relance, mais ils émargent également à des mesures nouvelles de l'ordre de 52 millions d'euros, qui sont des mesures dans le projet de loi de finances, qui sont hors plan de relance. Et donc, ça permet aussi de nourrir le financement, pas que des monuments, mais également de ces services patrimoniaux qui sont très importants sur le territoire. Alors, tu parles de mesures. C'est quoi ces mesures? Si on rentre un peu plus dans le détail, oui. Des mesures au-delà des lignes budgétaires, ça recouvre quoi très concrètement? Alors, les fameuses mesures, c'est quand même essentiellement pour remettre en état donc du patrimoine. Donc, c'est pour financer des travaux de restauration. Voilà. Des travaux de restauration de toiture, de charpente, remettre d'équerre des murs, refaire des enduits, voilà, toute cette série de choses. Pour les archives et les musées, c'est souvent dans des bâtiments qui sont assez anciens et qui ont besoin eux aussi d'être rénovés. Rénovés à l'extérieur, agrandis parce qu'il n'y a plus de place, donc il y a une partie construction neuve, et puis rééquipés. Parce que à l'intérieur, tu as les collections qui sont conservées, parfois dans des conditions qui sont pas terribles. Et donc, les crédits d'investissement, ça va aussi à acheter des rayonnages, à acheter du mobilier spécifique. Voilà, toutes ces choses très concrètes qu'on fait pour du patrimoine, qui est soit un patrimoine bâti, des monuments, soit un patrimoine sous forme d'objets, de livres et d'archives. D'accord. Et là-dessus, je vois qu'on a une question d'Alain. Qui nous dit une chapelle, un château non classé mais faisant partie de la vie d'un village. Est-ce que ça n'est pas compris dans le patrimoine et donc dans les mesures du plan de relance? Alors non, en fait, les mesures du plan de relance, c'est le patrimoine au sens patrimoine protégé. Pour notre élu, moi, ce que je conseillerais pour le patrimoine qui n'est pas protégé, bien sûr que ça fait partie de l'histoire de la commune, ça sans aucun doute, mais il existe des dispositifs, si tu veux, qui permettent de financer la restauration de ce patrimoine non protégé. Ce sont des enveloppes qui se trouvent au niveau des conseils départementaux parce que c'est des crédits qui ont été transférés en 2004, qui étaient autrefois au niveau des DRAC. Et donc, tu as au niveau des conseils départementaux une ligne budgétaire spécifique pour ce qu'on appelle le patrimoine, en particulier le patrimoine rural non protégé. Et tu as du financement par la Fondation du patrimoine. Ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, troisième levier, tu sais que ça fait depuis 2 ans maintenant qu'il y a des appels à projets de la mission Berne.
Voilà. Et qui consiste à sélectionner du patrimoine. Et tu as pas mal d'édifices patrimoniaux qui sont pas forcément protégés monuments historiques, qui sont retenus dans le lot et qui bénéficient de revenus qui viennent du loto du patrimoine, abondés ensuite par des revenus qui viennent de la Fondation du patrimoine. D'ailleurs, à la base, la Fondation du patrimoine, elle avait été créée pour ça, pour pouvoir récolter des fonds pour que des monuments qui n'étaient pas forcément protégés, monuments historiques, puissent avoir, j'allais dire, des ressources qui leur viennent de crédits publics comme d'appels de fonds privés, du mécénat participatif, par exemple. D'accord. Alors en particulier, je crois qu'il y a 2 mesures significatives qui ont été prises, tu les as rapidement évoquées. Pour les petites collectivités qui sont assez importantes, le soutien à la restauration des monuments historiques appartenant aux communes et aux propriétaires privés, 40 millions d'euros environ, et 2, la rénovation d'autres équipements patrimoniaux à hauteur de 20 millions. Est-ce que tu peux nous repréciser les bâtiments qui rentrent bien dans ces exemples-là, dans ces mesures-là, et nous expliquer comment les collectivités peuvent bénéficier de ces crédits? Quels sont les conseils que tu donnerais aussi aux élus? Bien sûr. Alors, les bâtiments qui rentrent dans l'enveloppe des 40 millions d'euros, donc c'est du patrimoine bâti protégé monument historique, soit le bâtiment il est classé au titre des monuments historiques, soit il est inscrit au titre des monuments historiques. Donc, tu as une grosse représentation évidemment de patrimoine religieux, parce que c'est les protections les plus anciennes, mais tu as pas que ça. Par exemple, si je prends un exemple dans le plan de relance de 2009, t'avais la manufacture des tabacs de Morlaix qui a bénéficié. Chez moi. Voilà, chez toi, c'est pour ça que je prends l'exemple. Et donc, tu vois, c'est un patrimoine civil. Donc, tu as des bâtiments comme d'anciennes postes, comme des anciennes usines qui sont protégées monuments historiques, des tuileries, des briqueteries, par exemple, des anciennes forges. Ben ça émarge au plan de relance. Pour les 20 millions d'euros, ce sont des musées municipaux qui non seulement vont pouvoir émarger au plan de relance à hauteur de 20 millions d'euros, mais tu as des mesures nouvelles sur le programme 175 qui s'ajoutent aux 20 millions d'euros sur 2 ans du plan de relance. Et là, tu as 52 millions d'euros qui ont été dégagés rien que sur le budget 2021. Donc, en gros, alors, tu as donc les musées, les archives et tu as également donc les sites archéologiques. Voilà, il faut pas oublier que tu as des sites archéologiques qui sont gérés par des communes. Tu as des théâtres romains. Moi, dans mon ancienne région, il y avait des sites archéologiques. Quand j'étais en Bourgogne, il y avait la commune de Saint-Père-sous-Vézelay qui avait récupéré la gestion d'un site, un ancien établissement thermal du temps des Romains. C'est assez fréquent, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Voilà. Donc, tu as tout cet ensemble-là. Alors, moi, les conseils que je donnerais aux élus, c'est que pour être sûr de voir leur dossier aidé dans le cadre du plan de relance, compte tenu du fait que quand tu démarres un projet de restauration de monuments historiques, tu dois faire appel à un architecte du patrimoine, que tu dois donc entrer dans un système d'appel à projet, que cet architecte du patrimoine, il fait une étude diagnostique qui prend plusieurs mois. Il vaut mieux mettre sur la table, choisir des projets dont le dossier est déjà bien avancé. Voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, il y a des élus, en arrivant en mandat, ils se rendent compte qu'il y avait des dossiers qui avaient déjà été commencés pour restaurer un bâtiment protégé monument historique dans leur commune. Et ben, il vaut mieux choisir celui-là qui est bien enclenché et dire ce sera celui-là mon dossier que je vais présenter à la direction régionale des affaires culturelles. Et surtout, il faut pas hésiter à afficher d'emblée avec la délibération qui autorise le maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC. Il faut pas hésiter à partager tout de suite avec la DRAC autour d'un calendrier prévisionnel, parce que c'est un élément de confiance. Quand au niveau d'une direction régionale des affaires culturelles, tu reçois un dossier, le premier truc que tu regardes, c'est l'intention du maître d'ouvrage.
Donc, tu vérifies que tu as bien une délibération où le maire engage en fait sa commune sur un projet. Ça veut dire qu'il a partagé en interne la volonté de faire. Et ensuite, tu t'assures que tu as un planning derrière. Et dans ces cas-là, je peux te dire qu'en DRAC, c'est ces projets-là qu'on choisit. Voilà. Après, moi, ce que je conseillerais, alors ça concerne pas toutes les communes, mais si certains dans le lot se sentent concernés, il y a des projets, ils sont déjà inscrits dans ce qu'on appelle le CPER, le contrat de plan État-région. Et ce CPER, il a un avantage, c'est que généralement, il fait venir sur les dossiers d'investissement non seulement de l'argent de l'État, mais de la région et aussi des départements, voire de certaines intercommunalités. Donc, s'il y a un dossier qui est déjà inscrit, un dossier de restauration de monuments, qui est déjà inscrit dans le CPER, il peut aussi bénéficier d'un apport supplémentaire d'argent au titre du plan de relance. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est une sécurisation du dossier. Ok. C'est assez clair pour moi. Donc, privilégier les dossiers les plus mûrs, on va dire. Ça, c'est ce qu'on entend. C'est vrai, c'est valable pour la culture, mais c'est valable d'une manière générale. Hein. Oui. Sur le plan de relance, tous les experts nous disent de privilégier les dossiers les plus mûrs parce que la volonté du gouvernement, c'est de mettre en œuvre très rapidement, d'utiliser ces crédits très rapidement, donc de pas perdre de temps. Ce que je te propose, Sylvie, c'est qu'on prenne les questions des participants. Il y a une question de Yves. Tu as mentionné le programme 175. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Bien sûr, oui. Alors, dans le budget de l'État, on travaille par BOP, ça s'appelle budget opérationnel de programme. Alors, chaque ministère, il a une mission. Donc, dans la mission culture, tu as plusieurs budgets opérationnels de programme. Le 175, c'est celui qui est dédié au patrimoine. Toutes les actions pour la conservation, la restauration ou la transmission, l'éducation au patrimoine, c'est financé sur ce budget 175. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, parce que c'est bien, ça permet d'aller dans le concret, le titre 5, donc de ce programme 175, c'est l'argent qui est réservé aux édifices qui appartiennent à l'État et qui sont financés à 100% par l'État. Donc, ensuite, tu as du titre 3, ça c'est pour les travaux d'entretien. Voilà, c'est du fonctionnement, c'est pas reportable d'année en année. Mais ça sert à faire des travaux qui sont quand même drôlement utiles parce que quand tu dois remplacer des marches sur un parvis d'église, c'est là-dessus que tu tapes, quoi. Et ce titre 3, il est géré par les architectes des bâtiments de France. C'est l'interlocuteur de proximité. Et puis, tu as le titre 6, c'est des travaux de restauration plus lourds qui vont nécessiter peut-être plusieurs entreprises qui vont être confiées à un architecte du patrimoine. Et le titre 6, investissement, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut demander de l'argent. C'est les subventions qui proviennent des directions régionales des affaires culturelles. Voilà. Et il faut pas oublier que certaines collectivités territoriales, à partir du moment où l'État, instruit de manière favorable une demande de subvention, abonde en complément le budget opérationnel de programme de 175. En fait, souvent, c'est des outils. Moi, dans 2 régions où j'ai été en poste, ça s'appelait les contrats territoriaux de développement culturel ou les contrats de solidarité territoriale. Et il y avait des délibérations au département ou à la région qui disaient si l'État met X, eh bien moi, la région, je mets 2/3 de la somme. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a certains départements aussi qui financent les restaurations en disant l'État se concentre énormément sur les édifices classés et nous, le département, on va beaucoup s'occuper des édifices qui sont inscrits au titre des monuments historiques et dont l'État s'occupe un peu moins, malheureusement, finance à des taux plus modestes. Voilà. D'accord, donc c'est pour synthétiser, le programme 175, c'est bien dans le budget de l'État qui est construit autour de programmes. Et les titres dont tu nous as parlé, c'est les sous-lignes budgétaires. Oui. La ligne 6, si j'ai bien compris, c'est celle qui correspond aux subventions. C'est bien ça. Exactement. C'est ça qui permet de subventionner les projets des communes. Oui.
une autre question d'Alain, assez opérationnelle. Comment les budgets dont on parle, parce que là on parle de millions, millions et de millions, et comment ces budgets très concrètement, comment ils sont attribués? À qui il faut faire les demandes? Qui Oui. peut faire les demandes? Et ça rejoint une question également d'Annick qui nous dit, est-ce qu'une association peut s'emparer d'un projet en lieu et place de la commune? Voilà, comment ça se passe très concrètement, ces projets? Alors, très concrètement, ces budgets, comme les DRAC sont des services déconcentrés de l'État, une fois par an, les DRAC négocient leur budget au mois d'octobre, généralement, de l'année avant l'exécution budgétaire. Par exemple, on aura le droit de dépenser en 2021 des sommes qu'on aura négociées avec l'administration centrale en 2020, en octobre 2020. Voilà. Donc, on a des enveloppes qui nous sont préattribuées. L'argent arrive dans le courant du mois de janvier 2021. Il faut savoir que ça fait l'objet d'une renégociation constante. Je te donne un exemple. Tu as des DRAC qui dépensent pas les crédits monuments historiques parce que les chantiers prennent du temps et qu'elles ont du mal à payer les factures. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? À l'été, l'administration centrale, elle demande une remontée des crédits. C'est pour ça que tout le monde insiste sur la nécessité de commencer par des opérations peut-être pas forcément très voyantes et très chères, mais des opérations qui sont faciles à monter. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te dire concrètement? Du coup, j'ai perdu le fil. À qui est-ce qu'on s'adresse? Oui, alors il faut écrire au préfet de région direction régionale des affaires culturelles. Voilà, avec une délibération qui autorise le maire qui est propriétaire de l'édifice. Je me situe dans le cas où ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le maire, est autorisé par son conseil municipal à engager la commune dans un projet de restauration. Il faut très vite prendre contact avec un architecte du patrimoine. S'ils savent pas comment faire, ils demandent à l'architecte des bâtiments de France dans le département. Il peut recommander plein d'architectes du patrimoine. Et sur le site de l'école de Chaillot, il y a la liste de tous les architectes du patrimoine en France. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un architecte du patrimoine? En fait, c'est un architecte qui est, il n'est pas agréé, mais il a dans ses études, il a une mention architecture du patrimoine. Ça l'autorise à intervenir sur des édifices qui sont protégés monuments historiques. Voilà. Donc, la constitution du dossier, s'ils savent pas comment faire, ils vont sur les sites internet des DRAC. Il y a tout qui est expliqué. Il y a même des dossiers types. Il y a des formulaires PDF. Moi, j'en ai fait plein. et au niveau du site culture.fr, ils vont regarder. Il y a un onglet, ça s'appelle démarche en ligne. Et là, il y a des modèles de dossiers. Voilà. Et s'ils savent pas, ils demandent à leur architecte des bâtiments de France, qui est l'interlocuteur de proximité. Parce que c'est un fonctionnaire de la DRAC, l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Mais il y avait une autre question à laquelle j'ai pas répondu du coup. Dis-moi. Oui, en fait, je pense que la deuxième question, et après on va ouvrir parce qu'il y a la deuxième question, c'est celle d'Annick qui nous dit, est-ce qu'une association locale peut s'emparer d'un projet en lieu et place de la commune? Alors, moi, je le conseillerais pas. Voilà. C'est pas interdit. Et moi, j'ai connu des associations, par exemple, pour un château fort, parce que c'est souvent ça. C'est un patrimoine souvent assez gros, en pas très bon état. Et le maire, il passe une convention de gestion avec une association et il dit à l'association: vous faites des petits travaux de débroussaillage, vous faites des chantiers jeunes, des chantiers de restauration avec, par exemple, l'association Rempart, vous faites de l'éducation artistique et culturelle, bref, vous faites plein de choses. Mais le problème, vois-tu, c'est que quand tu te lances dans la restauration, sauf à être une association qui a les reins très solides, c'est quand même très compliqué de se substituer aux responsabilités du maître d'ouvrage. Moi, je pense que chacun son rôle. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. C'est comme ça depuis 2008. Et le maître d'ouvrage propriétaire, c'est qui? C'est le maire. En revanche, je suis pas en train de dire que les associations n'ont pas leur rôle à jouer. En particulier, les associations, elles ont un rôle fondamental dans la mobilisation de l'opinion autour d'un projet. Et en particulier, ce sont des relais essentiels si jamais le maire veut lancer une opération de crowdfunding.
tu vois. Ça marche très bien, très très bien. En particulier, ça marche aussi quand tu veux faire restaurer des tableaux ou des statues dans l'église. Et tu as plein de gens qui acceptent via une association de mécénés, ça. Et là, les associations enfin, franchement, elles ont un apport considérable. D'accord. Ouais, je pense que c'est assez clair. De toute façon, c'est un peu, ça revient assez souvent la question du lien entre la collectivité, les élus, les Ouais, associations. C'est des sujets que nous on traite et ouais. sur lesquels on a l'occasion d'intervenir assez souvent parce que c'est pas toujours évident. Il y a une Non, question de Dominique parce que c'est vrai que tu es inspectrice du patrimoine, mais oui. le plan de relance ne concerne pas exclusivement les dossiers patrimoine. Est-ce que Hmm. tu peux nous en dire un peu plus sur les autres dossiers qui peuvent être financés par le plan de relance? Alors, les autres dossiers. Alors, faut que je prenne mes anti-sèches, hein. Et comme c'est la nuit, je vais me rapprocher de mon écran. Écoute, dans le plan de relance, oui, il y a des volets. Tu as 426 millions d'euros pour le spectacle vivant. Voilà. À peu près qui se répartissent pour moitié pour les théâtres publics. En fait, les théâtres publics, c'est des théâtres privés, mais qui sont subventionnés par l'État et par les collectivités, et la moitié pour les théâtres privés. Bon, je te cache pas que là-dessus, c'est plutôt pour les communes, un théâtre public subventionné, c'est un théâtre qui a un label scène nationale, centre dramatique national. Pour la danse, c'est centre chorégraphique national. C'est pas forcément dans les petites villes. Quoique, moi j'ai l'exemple de scènes nationales qui sont dans des toutes petites villes, hein, enfin des villes quand même de taille très très modeste. Alors ceux-là, ils reçoivent effectivement ce qu'on appelait autrefois le complément de prix. C'est-à-dire que s'ils ont une perte de chiffre d'affaires, en fait, on va abonder la subvention qu'ils ont déjà au titre du label. Après, tu as des mesures pour le livre, voilà, pour les libraires, pour les maisons d'édition. Tu as des mesures également pour la filière audiovisuelle et le cinéma. Alors ça, c'est l'opérateur le CNC, Centre national de la cinématographie, qui gère directement en fait cet argent-là. Voilà, c'est assez. Alors, il y a un truc qui peut intéresser les communes pour l'aide au cinéma, c'est quand les communes ont des cinémas qui ont le label ARSC dans et ça arrive, hein, même y compris dans des communes de taille moyenne. Alors ça, c'est assez intéressant parce que les cinémas arts et essais, ils ont aussi toute une fonction de médiation vis-à-vis des publics, et le CNC avait développé en fait le système des médiateurs du cinéma ces dernières années, il finançait des postes d'animateurs qui recevaient les classes de la ville, qui leur expliquaient voilà ce que c'était que le cinéma. Bon, c'est assez riche comme affaire. Et pour la musique, je dirais que alors là, je dirais que pour les communes, elles sont malheureusement, je trouve, moins concernées parce que l'argent qui va à la musique, il va beaucoup à la musique de variété, et il est très francilien en fait. Il est pas, voilà, il est pas très territorialisé. Voilà. Mais finalement, ce qui reste le plus territorialisé, ce qui intéresse le plus les communes, c'est bien le volet patrimoine. Voilà. Je pense que, en effet, après, il y a un deuxième volet, mais qui est plus largement, tu as évoqué les librairies. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler avec Oui, parfois beaucoup de quiproquos. Le gouvernement a aussi mis en place des mesures de soutien au-delà du plan spécifique culturel. Et là, je sais qu'il y a un appel à projet, par exemple, qui vient oui, d'être lancé par le gouvernement pour aider les commerces à se digitaliser. Les oui, librairies font partie justement de tout ce qu'on a appelé le cliquer et collecter ou le click and collect. oui, oui, C'est des choses sur lesquelles le gouvernement investit très fortement pour permettre de maintenir ces activités culturelles. oui. Donc, et je pense qu'après, peut-être un point pour conclure, on va quand même prendre une question de Sophie, mais un autre point pour dire que c'est aussi, et je pense que c'est le rôle de ton association et ce que vous faites,
il y a énormément d'initiatives qui sont prises par les élus locaux pour continuer à faire vivre la vie culturelle sur le terrain, pour continuer à animer culturellement la commune. Et là, il y a 1 milliard de choses qui peuvent encore être faites aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais lu pour le premier confinement un journal, le journal télévisé d'une toute petite commune, mais de 1000 habitants, je crois, d'une petite commune qui avait fait son propre journal télévisé sur Facebook. Absolument. Et évidemment, un journal culturel avec de l'humour. Donc, tout ça, ça fait partie des choses, à mon avis, que les élus peuvent aussi faire, au-delà des programmes budgétaires. Absolument. Nous, on a interviewé le maire d'Amilly, tu vois, dans le Loiret. C'est un monsieur qui avait depuis plusieurs années dans son église paroissiale des concerts d'orgue de grande qualité, mais c'était toujours les mêmes habitués qui venaient. Et avec le premier confinement, il a retranscrit, donc il a fait des concerts d'orgue sur un orgue baroque de facture allemande, et il a retransmis ces concerts-là sur le site internet et la page Facebook de la mairie. Et il s'est rendu compte qu'il avait considérablement développé son public, et des gens qui ne venaient pas du tout dans l'église écouter les concerts se le repassaient, alors capté en streaming, ou se le repassaient après. Mais tu vois, moi j'habite dans le Val-de-Marne. À côté de chez moi, il y a eu des points lecture nomades qui ont été organisés. Absolument. Donc, la créativité, le monde de la culture et l'animation culturelle est vraiment propice à la créativité. C'est ça qui est intéressant. Oui. Peut-être un dernier point, une remarque question de Sophie à Paris, qui nous dit que les ABF à Paris semblent vraiment débordés. Ils en ont discuté pendant la campagne avec les prêtres de différentes églises, de la Madeleine, de Saint-Augustin, de Saint-Philippe-du-Roule. Et ce que nous dit Sophie, c'est que même quand les travaux sont financés par des dons et qu'il y a le budget, ça n'avance pas. Est-ce que c'est le même cas en province, et comment tu expliques cette problématique-là? Alors, c'est vrai que le problème des DRAC, c'est que pour certaines, elles sont atteintes depuis plusieurs années par ce qu'on appelle la sous-consommation des crédits. Alors, ça vient d'un truc assez simple à comprendre, c'est que avant 2008, l'État assurait la maîtrise d'ouvrage par délégation des collectivités territoriales. Et tu avais dans les DRAC, dans les conservations régionales des monuments historiques, tu avais toute une génération de personnel très chevronné qui prenait tout en charge. Et puis en 2008, ça n'a plus été possible. On a rendu la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires. Et là, pour des communes, écoute, très logiquement, toutes les communes n'ont pas l'ingénierie, si tu veux, nécessaire parmi leurs services, parce qu'il faudrait créer des emplois et qu'elles ne le peuvent pas toujours. Et donc, les mairies faisaient comme elles pouvaient. Les DRAC aident beaucoup les mairies à monter les dossiers, mais il faut être clair, il y a un ralentissement dans le traitement des dossiers. C'est vrai. Et en plus de ça, sur un même monument, là où autrefois tu avais peut-être un seul architecte qui intervenait, maintenant, j'exagère pas, tu peux avoir sur un chantier d'église 4 à 5 architectes. Hein. Voilà. Donc c'est compliqué pour le maître d'ouvrage. Donc ça prend plus de temps. Objectivement, ça prend plus de temps. Or, si tu veux dépenser les crédits, faut que les dossiers aillent vite. Voilà. C'est clair. Bon, merci Sylvie, en tout cas pour ces informations et ces conseils précieux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette visioconférence sur le plan de relance. Alors, on va arrêter là les visioconférences dédiées au plan de relance. C'est la dernière. Mais on revient vers vous très rapidement avec plein de nouvelles propositions dans le cadre, en visioconférence, dans le cadre du contexte actuel. Je vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux et à suivre l'association de Sylvie également, dont on vous a mis le lien sur le chat. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.